Donc c'est la semaine de sensibilisation à l'accessibilité et au handicap et elle fait écho donc à la charte Ville Handicap signée il y a 8 ans. C'est ça? Exactement, oui. En fait, cette campagne de sensibilisation, je l'avais dans la tête depuis un moment déjà et je pense qu'elle elle vient maintenant que beaucoup d'actions ont été initiées par la ville. Elle vient à point nommé pour communiquer justement sur ces actions, mais en même temps pour sensibiliser la population au handicap et au respect surtout des places PMR et de l'accessibilité de la ville en général. Alors, quelles sont les grandes lignes de cette campagne de communication? Alors, nous allons reprendre les thèmes un petit peu de la charte Ville Handicap, c'est-à-dire la scolarisation, puisque la ville agit sur le périscolaire. Nous allons reprendre l'accessibilité sur les documents d'accessibilité, le plan d'accessibilité de la voirie des espaces publics, les agendas d'accessibilité programmés qui rendent accessibles tous les bâtiments publics, l'aménagement en même temps de toute la cité avec du matériel adapté à tous les handicaps. Alors une campagne qui se veut aussi visuelle, donc avec 5 affiches, il me semble. Exactement. Avec des grandes thématiques donc mises en avant par la ville et un slogan. Alors le slogan, c'est peut-être un détail pour vous. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup, effectivement. En fait, c'est choc sans lettres. En fait, ce que je voulais faire, c'était... déjà, je me suis rapprochée de l'APF, parce que qui mieux que l'APF pour aussi parler d'accessibilité. Et je voulais vraiment mettre en scène des habitants de la ville qui ont des difficultés au quotidien et montrer à chacun que des fois, en faisant un petit geste, et ça ne demande pas beaucoup de collaborer en quelque sorte avec nous pour rendre accessible la ville. Et ce qui m'a poussé aussi à faire cette campagne, c'est que quand nous avons fait les documents d'accessibilité dont je vous ai parlé, il y a à chaque fois une partie communication dans laquelle on demande une campagne de sensibilisation. Pour régler les problèmes d'accessibilité du centre-ville, il faut s'attaquer un petit peu à la sensibilisation des personnes et à ce titre-là, nous réglons 50% des problèmes, puisque les motos garées sur les passages piétons, les voitures garées sur des places qui sont réservées aux personnes en situation de handicap, les poubelles jetées comme ça sur le trottoir qui empêchent les gens de passer. Après, c'est aussi une question de civisme, un petit peu l'accessibilité, et c'est aussi apprendre à mieux vivre ensemble. Et ça, je pense que ça ne demande pas beaucoup. Et là, si chacun mettait un peu du sien, on réglerait pas mal de problèmes. Vous pensez qu'il y a vraiment un problème à Ajaccio en termes de mentalité par rapport à... C'est pas Ajaccio, là, c'est pas Ajaccio. Je pense que c'est général, parce que vous allez sur le continent, c'est exactement pareil. Au niveau même de l'accessibilité des bâtiments publics, la France est très très en retard. Donc c'est quand même une fierté pour moi et pour la ville d'avoir quand même beaucoup avancé dans ce domaine-là, même si je sais qu'on a encore beaucoup à faire, hein, on en est tout à fait conscient, mais Paris ne s'est pas fait en un jour, comme on dit, et l'essentiel c'est l'état d'esprit, je pense, et que nous avons engagé une politique sur le handicap qui est sans précédent, je peux le dire aujourd'hui en Corse. Nous avons mis en place des actions dont nous sommes les seuls en Corse à faire. Alors, vous avez parlé, donc une politique pour le handicap, c'est 16 millions d'euros investis par la ville. Alors, comment ils se répartissent? Alors là, ces 16 millions, c'est simplement sur l'accessibilité de la ville. C'est-à-dire les travaux d'accessibilité qui vont être, les travaux en général qui vont être engagés en ville, qui sont d'ailleurs engagés, vont prendre en compte cette accessibilité-là, c'est-à-dire des trottoirs accessibles, des passages piétons. Vous avez vu des passages piétons surélevés, du matériel urbain pour les personnes malvoyantes. Tout ça, c'est vraiment, ce budget-là, c'est certes un gros budget, mais ce n'est pas tout en fait. Si vous voulez chiffrer toutes nos actions sur le handicap, c'est peut-être difficile à vous dire parce que nous avons travaillé en grande transversalité. Nous avons travaillé avec les services, avec tous les adjoints en charge des différents domaines, avec le scolaire, avec le social, avec la voirie,
donc avec tout ce qui était possible de faire. Parce que le handicap, les personnes en situation de handicap doivent avoir une vie comme vous et moi, doivent pouvoir faire les actes que nous faisons au quotidien, doivent pouvoir aller à l'école, doivent pouvoir profiter des activités que nous trouvons en ville, tout simplement. Alors, en parallèle, la loi pour l'accessibilité pour tous est repoussée régulièrement au niveau national avec des échéances donc, que personne n'arrive à tenir. Donc, effectivement. Et aujourd'hui, bon, la date de la campagne n'est pas anodine puisque c'est l'anniversaire de la loi du 11 février 2005. Et à chaque anniversaire, c'est vrai que on déplore un petit peu le recul de cette loi. Mais moi, ce que je pense, c'est sûr qu'il y a cette loi, mais chaque collectivité peut prendre en main des actions, peut avoir un budget précis pour pallier justement à ces problèmes et ne pas attendre la loi qui se réforme d'année en année. Et voilà, ce qu'il faut, c'est les mentalités qu'il faut changer. Je pense que quand on agit sur une action, on doit agir en même temps sur le handicap et se dire ah, si on met ça en place, est-ce que la personne à mobilité réduite pourra venir ou est-ce que c'est accessible ou est-ce que une personne handicapée mentale pourra comprendre. Voilà, c'est tous des petits gestes, des petites améliorations qui doivent être pris en compte. Et puis après, on a quand même gagné. C'est ça que je suis très contente sur ça parce que chacun maintenant, dans chaque service, pense au handicap. Et je trouve que c'est ça qui est gagnant-gagnant en fait. Alors on va parler des actions concrètes sur la ville. Donc par exemple, 165 places, donc des places spéciales réservées aux handicapés. Nous sommes dans l'obligation d'avoir un quota de places accessibles. Nous devons atteindre 2% du parc. Donc nous sommes loin du compte, effectivement. Mais je profite de votre émission pour dire que les personnes qui ont besoin d'une place près de leur domicile peuvent contacter la ville sur simple courrier. Et on se déplacera pour voir s'il est possible de créer cette place. Alors, 2% du parc, ça représente combien de places à peu près, on sait? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais si vous voulez, à chaque fois qu'il y aura la possibilité de faire une place, parce qu'en fait, ce qui nous embête un petit peu, c'est l'aspect, je dirais, enfin historique de notre ville, dont les ruelles sont étroites, certains trottoirs sont très étroits aussi. Donc ces places ont des normes précises à respecter. C'est difficile de faire des places aux normes à chaque fois. Mais il faut prendre en compte aussi qu'il n'y ait pas de pente ou que la route soit bien droite. Mais de toute façon, on répond quand même aux demandes. On demande des dérogations à la préfecture pour faire quand même ces places, même si elles ne sont pas aux normes. L'essentiel, c'est qu'elles existent et qu'elles permettent aux personnes de pouvoir se garer. Parce que maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais les cartes de stationnement sont aussi données aux personnes âgées. Donc c'est pareil, les personnes à mobilité réduite englobent beaucoup de catégories de la population. On parle des personnes âgées, on parle bien sûr des fauteuils, on parle des poussettes, on parle même des livreurs parce qu'un livreur qui doit livrer beaucoup de colis et qui ne peut pas se garer et qui n'a pas d'accès pour se déplacer a de grosses difficultés. Vous voyez les embouteillages que cela déclenche. Alors, vous en parlez, quelqu'un en situation de handicap peut contacter les services de la ville pour demander la mise en place d'une ou deux places handicapées à proximité de son lieu de travail ou de son lieu de vie. Exactement. Alors, comment il procède? Tout simplement par courrier, en écrivant au maire de la ville, à M. Laurent Marcangel, en demandant une place, en indiquant le numéro de la rue. Alors c'est possible si c'est une voirie communale, bien sûr, puisque ensuite dans des parkings privés c'est possible, mais c'est les syndics qui doivent s'en occuper. Dans les parties qui appartiennent aux bailleurs sociaux, ce sont les bailleurs qui doivent justement, qui sont dans l'obligation de créer ces places-là.
mais la ville voilà, doit aussi répondre aux besoins de sa population. Et c'est une procédure qui marche? Il y a beaucoup de gens qui vous contactent? Oui, régulièrement, oui, oui. Mais c'est pas assez. Je pense que les gens ne sont pas au courant qu'ils peuvent faire cette démarche et c'est important justement de le dire. Et c'est une démarche qui prend combien de temps à peu près si vous arrivez à la mettre en place? Moins d'un mois, c'est très facile. Oui, oui. Et ce que vous me disiez, ce qui est paradoxal, c'est que donc souvent vous devez avoir recours à une dérogation de la préfecture pour mettre en place cette place parce que la place ne sera pas forcément aux normes, elle sera en pente. Pas vraiment en pente parce que si c'est en pente, on ne peut pas le faire parce que c'est dangereux. Mais si elle est trop petite, le trottoir est trop étroit et on demande des dérogations. Et elles sont accordées régulièrement? Ah oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison qu'on ne les accorde pas puisque c'est vraiment, ça répond à un besoin. On ne va pas se priver de créer des places parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, vu la ville historique, qui nous pose de gros problèmes d'accessibilité, on ne peut pas se dire oh non, c'est pas aux normes, on ne crée pas. Non, pas du tout. Au contraire, on crée quand même et puis bon, on pallie aux besoins. Parce que ce n'est pas seulement, voilà, comme je vous disais, lié à les fauteuils roulants. C'est sûr, si on pouvait, ça serait, il n'y aurait pas de difficulté. Mais là, franchement, c'est difficile, justement, c'est difficile de répondre aux normes partout. Alors, autre action donc portée par la ville, c'est au niveau de la scolarisation, la formation de 77 agents. Alors, qu'est-ce que ça représente? Alors là, 77 agents, c'est pour je rentrais être plus précise, ce sont le service périscolaire, les centres de loisirs qui accueillent les enfants le mercredi et pendant les vacances. On forme les agents au handicap, mais nous avons été plus loin. Nous avons décidé de créer un centre de loisirs spécialisé dans lequel nous accueillons 20 enfants en situation de handicap. Et pour le faire fonctionner, nous avons un éducateur spécialisé, voire même 2, tout dépend le nombre d'enfants que nous avons. Et nous avons signé une convention avec la CAF justement pour créer ce centre de loisirs. Alors, il se situe où ce centre? C'est le centre de loisirs Saint-Jean. Saint-Jean. Voilà. Et comment ça se passe? Donc n'importe qui peut s'inscrire? Oui, c'est à une procédure ordinaire aux affaires scolaires. Enfin, on s'inscrit comme on s'inscrit à la cantine ou au centre aéré. Les parents d'enfants en situation de handicap peuvent faire cette démarche. Et la différence est prise en charge bien sûr par la ville puisque nous payons, comme je vous le disais, des éducateurs spécialisés pour encadrer les enfants. Ça coûte beaucoup plus cher bien évidemment, mais cette différence est prise en charge par la ville. Eux payeront par rapport à leur quotient familial et pas plus. Il a été créé quand ce centre? En 2015. En 2015. Donc pour l'instant, il y a une vingtaine d'enfants régulièrement qui, voilà, exactement. Qui séjournent. D'accord, mais c'est bon à savoir. Donc il faut que nos auditeurs le sachent. Si vous voulez, ce sont des enfants qui sont déjà scolarisés, hein, parce que certains enfants dont le handicap très lourd ne permet pas la scolarisation. Mais les enfants déjà scolarisés peuvent bénéficier justement de ce centre de loisirs. Autre mise en place, donc la formation et le recrutement de 5 auxiliaires de vie scolaire. Exactement. Alors là, c'est une convention que nous avons signée avec l'Éducation nationale parce que ces auxiliaires de vie scolaire travaillent pour l'Éducation nationale pendant les heures d'école. Et nous avions au départ demandé à ce que ces plages horaires, je dirais, soient aussi allongés, entre guillemets, dans les cantines, parce que les enfants, les parents qui travaillent et qui ont des enfants dans des classes spécialisées ou qui ont un handicap, ou qui sont tout simplement dans une classe normale avec une AVS, ont besoin aussi que cet enfant puisse aller à la cantine. Et jusqu'à présent, c'était difficile, parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui demandent plus d'attention, surtout des enfants qui ont du trouble du comportement. Mais là, nous avons décidé de faire un genre de vacation, c'est-à-dire que les personnes qui sont choisies, elles sont volontaires et elles restent, le temps qu'elles restent à la cantine ou le soir après l'école est payé par la ville. Et c'est un budget de plus de 40 000 € quand même par an. C'est conséquent, mais là encore, comme je vous disais, on est les seuls à encore à faire ça. Et j'aimerais bien qu'on prenne exemple sur nous parce que c'est important que les enfants, pour moi, la scolarisation
c'est l'inclusion optimum parce que c'est là que tout se fait. C'est la mentalité doit changer chez les tout petits pour apprendre à vivre tous ensemble et faire des adultes responsables et tolérants surtout. Voilà. Isabelle Felicciacci, merci. Donc c'est la fin de cette première émission de cette semaine spéciale de sensibilisation donc, au handicap. Donc il y en aura 2 autres dans la semaine, dans 2 jours et ensuite vendredi. Je vous remercie et on se revoit bientôt. Très bien, merci à vous de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt.